Devant le magasin général de Jürgen, un groupe se réunit pour goûter une nouvelle boisson. À l'intérieur du café, le barman aux cheveux blancs prépare quelque chose de spécial pour la cliente blonde assise à table. Il lui tend le verre et lui demande d'y goûter. Le barman assure avec une totale confiance que c'est son chef-d'œuvre. La boisson sombre ne ressemble en rien au café qu'elle a l'habitude de boire, mais pour elle, ça n'a pas d'importance. Elle est décidée à y goûter de toute façon. Peu importe à quel point la boisson peut être délicieuse, elle a déjà décidé ce qu'elle fera. Elle a l'intention d'arracher des larmes amères à cet arrogant roturier avec une critique implacable. Elle porte le verre à ses lèvres. Le barman observe attentivement, attendant sa réaction. Au moment où le liquide touche sa bouche, quelque chose change. Elle laisse échapper un gémissement de surprise. Le goût est impressionnant. Incrédule, elle a du mal à croire ce qu'elle vient de ressentir. Le barman sourit, satisfait du résultat. Il affirme que c'est différent de toutes les boissons qu'elle a goûtées dans sa vie. Elle se demande, perplexe, ce qu'il vient exactement de lui faire boire. Toujours le verre à la main, elle demande finalement le nom de cette boisson. Elle demande si ce n'est vraiment pas du café. Le barman confirme que non. Il affirme que c'est son chef-d'œuvre absolu, tout juste créé. Il déclare que c'est la boisson qui déclenchera une révolution totale dans la culture gastronomique de Britannia. Et alors, il révèle, le nom est. La scène change pour le royaume de Britannia, 3 mois plus tôt, au palais royal. 2 servantes marchent dans les couloirs du palais. L'une d'elles remarque quelque chose et s'étonne. Un jeune homme aux cheveux bruns observe le paysage par la fenêtre. Les servantes le reconnaissent immédiatement. C'est Laurent Bain. Ravies, elles sont émues de voir de près le héros légendaire de Britannia. Elles commentent qu'il est toujours aussi élégant. Mais derrière son apparence svelte, se cache une autre vérité. Sa véritable nature est révélée. Au combat, il est le chevalier qui a exterminé à lui seul des monstres de classe Apocalypse sur la ligne de front du royaume démoniaque. Outre sa force militaire écrasante, Ambin est aussi un génie de l'alchimie. Il a atteint le niveau de la création matérielle, une chose que tous considéraient comme un mythe impossible. En même temps, c'est un brillant inventeur, un urbaniste visionnaire et, comme si cela ne suffisait pas, un érudit en droit qui a entièrement reformulé le système judiciaire défaillant du royaume. Il n'est pas exagéré de dire que toute la prospérité dont jouit Britannia aujourd'hui provient directement des mains de Lord Imbéant. Les servantes se demandent comment un seul homme peut être aussi parfait. Selon les rumeurs, il a été élu comme l'homme numéro 1 avec lequel toutes veulent sortir, du moins parmi les servantes royales qui ont trop de temps libre. Une troisième servante à lunettes apparaît de manière inquiétante derrière elle. Elle interrompt le fan club de ses collègues. Elle commente sérieusement qu'Ambin accumule l'affection d'innombrables femmes comme s'il s'agissait d'un système pyramidal émotionnel. Elle lui donne un nom vraiment terrifiant. Ambin la salue en disant qu'elle est arrivée. Il l'appelle Mademoiselle Fontaine. Elle se présente, Lily Fontaine, secrétaire de 4e classe. Elle salue le ministre des Affaires intérieures. Comme d'habitude, Ambin révèle sa véritable position, ministre des Affaires intérieures. Comme le disaient les servantes, après avoir sauvé Britannia, il s'est retrouvé coincé dans un poste chargé d'énormes responsabilités. Il est connu comme le héros qui a sauvé le royaume, mais il y a un fait que personne dans son entourage ne connaît. Ambin révèle qu'il était en réalité un citoyen sud-coréen moderne travaillant comme chercheur en développement alimentaire avant d'être soudainement jeté dans ce monde fantastique et de faire face à toutes sortes de difficultés inimaginables. Il admet que ce bureau ressemble déjà à sa deuxième maison, mais après avoir consacré une grande partie de sa vie à bâtir le royaume, il sent qu'il mérite enfin du repos. Il décide de demander une semaine de vacances. Son plan est de voyager librement et de se concentrer sur ses propres objectifs personnels. Lily apparaît en lui apportant du café. Elle suggère qu'il discute pendant qu'il boit. Ambin sent que quelque chose est sur le point de mal tourner. Lily demande s'il y a un problème avec le café. Il répond que non et la remercie. Elle suggère qu'il passe directement au premier point de l'ordre du jour. Lily annonce, la demande de vacances de Lord Ambin a été officiellement rejetée. Ambin s'étouffe avec son café, complètement surpris. Il demande de quel droit elle peut bloquer sa demande. Lily répond que, s'il doute de ses qualifications, elle les possède certainement. Il demande quelles seraient ses qualifications. Elle déclare qu'ils entretiennent tous deux une relation où ils passent toute leur nuit ensemble, y compris cette nuit même, bien sûr. Ambin lui demande d'arrêter d'appeler des heures supplémentaires non rémunérées une relation. Il la provoque, en demandant ce qu'elle fera si d'étranges rumeurs commencent à se répandre dans le palais. Elle répond qu'il n'a pas à s'inquiéter pour ça, car même si le ministre des Affaires intérieures devient un célibataire qui a raté l'occasion de se marier à cause de rumeurs absurdes, elle, Lily, sera toujours à ses côtés. Il se rappelle la promesse qu'il a faite à ses grands-parents, rester toujours à ses côtés.
Ambin argumente qu'il a travaillé d'arrache-pied pour ce royaume et qu'il mérite de se reposer pendant une seule semaine. Lily lui demande simplement de l'écouter. Elle déclare que plus ils souffrent et font des efforts, plus Britannia brille glorieusement. Elle demande ce qui se passera s'il prend une semaine entière de repos. Selon elle, cela signifie que le progrès de la nation sera retardé exactement dans cette même proportion. Ambin lui demande si elle s'écoute vraiment parler. Il reconnaît qu'elle est une bourreau de travail uniquement motivée par le patriotisme, mais Lily dit qu'elle comprend à quel point il doit être épuisé. Alors, elle a une proposition. Elle explique que, bien qu'elle ne puisse pas lui accorder ses vacances, elle lui a préparé un repas spécial et délicieux. Ambin supplie que, sérieusement, on lui donne simplement ses maudites vacances. Soudain, il sent une odeur étrange. Il la reconnaît, c'est l'œuvre de quelqu'un ayant de profondes connaissances gastronomiques. Le chef royal montre enfin son véritable savoir. Le plat est révélé, une tourte à l'anguille. Ambin contemple le plat, horrifié. Il crie intérieurement, désespéré. Profitant de la distraction, Ambin s'échappe en silence pendant que le chef s'éloigne. Lily célèbre, soulagée. Elle révèle que tout cela n'était qu'une petite blague malicieuse. En réalité, elle avait déjà officiellement approuvé les vacances d'Ambin. De plus, elle prévoit d'utiliser ses propres vacances pour l'accompagner. Elle a même déjà réservé une villa de luxe à destination. Lily a hâte de voir l'expression inestimable sur le visage d'Ambin quand il le découvrira. Excitée, elle se dirige vers son bureau, espérant lui faire une surprise dramatique. Mais en ouvrant la porte, elle trouve l'endroit vide, avec des papiers volant par la fenêtre ouverte. Sur le bureau, une note l'attend, retenue par une pierre. La note dit « Je démissionne de mon poste de ministre des Affaires intérieures. Ne prenez pas la peine de me chercher. Ambin Hensford ». Lily pousse un cri d'incrédulité. Pendant ce temps, sous la pleine lune, Ambin s'échappe par les toits de la ville, laissant tout derrière lui. Ambin sait que Lily s'en sortira parfaitement bien sans lui. Après tout, elle est la meilleure administratrice d'élite de tout le royaume. Il réfléchit, depuis qu'il est arrivé dans ce monde, il a ravivé d'innombrables aspects de sa vie, mais il y a une seule chose qui lui provoque encore un profond dégoût, l'état absolu de la culture gastronomique locale. En raison des effets durables de la longue guerre, l'idée que les repas ne servent qu'à absorber des nutriments s'est répandue dans tout le royaume. Cela a fait plonger la culture culinaire dans un véritable âge sombre. Ambin se souvient qu'en Corée du Sud, il était un chercheur en alimentation officiellement reconnu et lauréat d'un prix d'innovation culinaire. Cela fait bouillir son sang de rage. Il réfléchit, si même le palais royal sert de la nourriture de ce niveau, il ne peut même pas imaginer à quel point cela doit être terrible pour les gens du commun. Il avait déjà essayé de signaler le problème à plusieurs reprises, mais personne ne s'en rendait compte. Ce fut complètement inutile. Initialement, son plan pour les vacances était de voyager et de chercher des joyaux culinaires cachés dans tout le pays, mais face à toute cette situation, il change d'avis. Le moment est enfin venu de réaliser son rêve ultime, gardé pendant si longtemps. Ambin se verse de l'eau sur la tête, se préparant. Son énergie commence à se manifester par une transformation intense. Ses cheveux et son apparence changent du tout au tout. Ses yeux acquièrent un éclat différent. Une nouvelle identité prend forme, il se transforme. C'est maintenant un homme aux cheveux blancs, habillé en barman. Ambin déclare sa mission, éveiller la curiosité primordiale pour la gastronomie. Son but est d'éveiller cette curiosité non seulement à Britannia, mais dans le monde entier. 3 mois passent. Ambin, maintenant sous sa nouvelle identité, travaille silencieusement en nettoyant des verres dans son propre bar. Il a enfin ouvert son établissement, prêt à lancer sa révolution gastronomique. 3 mois se sont écoulés depuis l'ouverture du local, mais l'affluence reste faible. Ambin se demande si les affaires iront encore mal aujourd'hui. 2 clients réguliers passent devant le café. L'un d'eux commente que l'endroit est toujours complètement mort. La scène remonte le temps. Il y a 3 mois, un homme nommé Jürgen a ouvert ce même café dans la ville de Northalie. Lors de l'inauguration, il a servi du café à tout le monde, assurant que c'était différent de tout le reste. Mais le résultat réel a été très différent de ce qu'il avait promis. Les 2 hommes se souviennent de ce jour. L'un d'eux demande si l'autre en a aussi bu. La réponse est directe, c'était dégueulasse. Ils se moquent du nom étrange de la boisson, le qualifiant de prétentieux. Ils se plaignent que le goût était trop amer. Et ils se plaignent aussi de la taille de la tasse, trop petite pour satisfaire. Le souvenir passe à Jürgen, enthousiaste, montrant ses machines à café. Il espérait que, si le café leur plaisait, il finirait par acheter son équipement. Les hommes se moquent, disant que la machine ne vaudrait même pas son prix en tant que ferraille. Jürgen entend tout et s'énerve. Il révèle qu'il peut entendre chaque mot qu'ils disent. C'est ainsi que naît la vérité sur ce projet. Le plan de créer le Starbucks d'un autre monde, conçu comme la première étape de la révolution culinaire de Jürgen, a complètement échoué. Le café existe déjà dans ce monde,
mais il est préparé de manière primitive, presque comme s'il plongeait simplement des grains torréfiés dans de l'eau chaude. Inspiré par cela, le plan de Jürgen était de commencer par quelque chose de simple et familier, pour ensuite affiner peu à peu le palais des gens. Mais l'erreur fatale fut tout autre. Jürgen a sous-estimé le palais des Britanniens. Chaque boisson porte en elle des habitudes et des coutumes enracinées à travers des générations d'histoire. Essayer de changer cela en peu de temps est plus difficile que de vaincre un monstre au combat. De retour au présent, la clochette de la porte sonne. Quelqu'un vient d'entrer dans le local. Une femme blonde, vêtue de rouge, un œil caché, entre en dissimulant son visage derrière un éventail. Jürgen l'accueille, la remerciant de toujours passer par là. Il lui demande s'il doit préparer sa commande habituelle. La cliente est Pénélope. Pénélope se moque, disant que l'endroit est toujours aussi vide et pathétique que d'habitude. Jürgen répond que, malgré cela, elle a eu une assiduité parfaite ces derniers jours. Pénélope est agacée par le commentaire. Elle dit qu'il devrait considérer comme un honneur de la recevoir. Selon elle, si ce n'était pas pour le café, elle ne mettrait jamais les pieds dans un endroit aussi modeste. Elle exige qu'il arrête de perdre du temps et lui apporte tout de suite sa commande habituelle. Jürgen répond, amusé, qu'il va le préparer tout de suite. Le café est servi en silence. Pénélope, la seule cliente fidèle de cette boutique, boit tranquillement. Il n'est pas exagéré de dire que le commerce tient debout uniquement grâce à elle. Mais Jürgen sait qu'il est impossible de maintenir un café en dépendant d'une seule cliente pour toujours. Il se demande s'il devra vraiment abandonner son rêve ici même. Jürgen refuse d'accepter cette fin. Il jure qu'il ne peut pas permettre que cela se produise. Il imagine Lily se sacrifiant aux lourdes responsabilités du gouvernement à sa place. En pensant à elle, une femme qui a brûlé sa propre âme pour ses idéaux, Jürgen serre le poing avec détermination. Il se rappelle qu'il a encore quelques ingrédients de côté. Le moment est venu de passer à la deuxième étape de son plan. Concentré, il prépare quelque chose en secret. Plongé dans de profondes pensées, Jürgen appelle Pénélope. Elle demande ce qui se passe. Il la remercie une fois de plus de toujours visiter le café, lui dit qu'il a préparé un service spécial, offert par la maison, spécialement pour elle, et lui demande si elle serait disposée à y goûter. Pénélope demande s'il s'agit d'un nouveau produit du menu. Jürgen confirme que oui. Elle lui demande d'arrêter d'être si formelle, et accepte d'y goûter. Jürgen verse le liquide sombre dans le verre. La boisson pétille, brillante, comme si c'était du champagne. Pénélope observe, intriguée, et demande ce que c'est. La couleur lui rappelle le café, mais elle remarque qu'il y a quelque chose de différent. Jürgen révèle qu'il est complètement glacé. Il lui assure qu'elle ne le regrettera pas. Pénélope hésite et demande s'il a mis quelque chose d'étrange dans la boisson. Elle le prévient que les tours bon marché ne marchent pas avec elle. Jürgen jure qu'il ne ferait jamais une chose pareille avec sa cliente la plus précieuse. Elle décide de faire confiance et porte le verre à ses lèvres. Jürgen observe attentivement, tendu, attendant sa réaction. Pénélope lâche un faible gémissement. Puis, elle laisse échapper un fort soupir de surprise. Ses yeux brillent, incrédules. Elle déclare que c'est incroyable. Jürgen observe attentivement, il ment, cachant un sourire. D'un sirop sombre et dense, surgit une explosion de fraîcheur qu'elle n'aurait jamais imaginée. Dès que les bulles se calment, une mousse avec une légère touche de vanille danse dans sa bouche. Une sensation électrique descend dans sa gorge et se répand dans son estomac. Pour compléter, une subtile touche de citron perfectionne le goût. Pénélope laisse échapper des gémissements de satisfaction, incapable de se contenir. Jürgen demande, avec un sourire, si d'après sa réaction la boisson était bien. Pénélope s'étouffe, essayant de retrouver ses esprits. Elle admet, contrariée, qu'aussi irritant que ce soit de l'accepter, elle ne peut nier la vérité. Elle déclare que c'est une boisson mystérieuse et magique, une chose qu'elle n'avait jamais goûtée de toute sa vie. Elle décrit la sensation, c'est comme boire un ciel nocturne adouci, complètement rempli d'étoiles filantes. Jürgen observe sa réaction, satisfait. Il se confirme à lui-même, il a fait mouche. Jürgen a finalement réussi à recréer cette saveur, dans ce monde fantastique. Pénélope demande quel est le nom exact de cette boisson. Veux-tu savoir si ce n'est vraiment pas du café? Jürgen confirme que non et révèle son nom. Cette fois, Jürgen est absolument sûr. Cette boisson est la même qui se vend, en moyenne, à 1,9 milliard de verres par jour, dans environ 200 pays sur Terre. C'est la boisson qui considère l'eau elle-même comme sa principale rivale. C'est la boisson qui transcende les idéologies et conquiert tout le monde, peu importe de quel côté il se trouve. C'est la boisson qui va bien au-delà d'un simple produit de luxe et qui finit par marquer les tendances. Le roi absolu et indiscutible de l'attrait de masse, qui a fini par devenir toute une culture mondiale. Jürgen révèle, c'est du cola. Pénélope reste à regarder le verre, sans voix. Elle se présente, Pénélope Rosemore, d'une famille prestigieuse et riche qui gouverne Northalie depuis longtemps. Elle est la troisième fille du comte Rosemore. Pénélope reconnaît que fréquenter le modeste quartier commerçant de Brelhomme est indigne d'une noble dame comme elle, mais malgré cela, cela fait déjà 3 mois qu'elle fréquente cette ruelle.
Elle révèle la raison. Il n'y a pas si longtemps, le café de cette boutique, qu'elle a visité par curiosité, était plus délicieux qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Ce café appelé espresso, servi dans une petite tasse, avait une saveur qu'elle n'avait jamais ressentie nulle part ailleurs. Une vague intensément amère, suivie d'une explosion riche et concentrée de saveurs de café. Mais il existe une raison encore plus importante à sa présence habituelle ici. Cette raison est le gérant du magasin général, Jürgen. Jürgen l'appelle par son nom, Pénélope. Il commente que c'est un nom. Jürgen la provoque, disant que si elle continue à froncer les sourcils, elle aura des rides sur ce beau visage. Il la remercie également pour le pourboire qu'elle a laissé ce jour-là, et dit qu'il espère la revoir demain. Jürgen demande, curieux, si elle veut savoir ce qu'il pense quand il la regarde. Il fait mine de réfléchir, et répond, peut-être une seule rose. Pénélope se demande jusqu'à quand il continuera à lui parler de manière aussi informelle. Elle révèle, dans ses pensées, la deuxième raison pour laquelle elle visite cette boutique tous les jours, rétablir dûment la dignité d'une noble. Selon elle, les nobles sont ceux qui règnent. Celui qui règne n'a pas besoin d'obliger qui que ce soit à s'incliner. Il suffit d'exiger le respect par sa propre dignité et son charisme. C'est pourquoi, révéler le nom de sa propre famille serait une chose digne uniquement d'un noble de troisième catégorie. Elle pense que, s'il continue à voir son apparence raffinée, il se rendra compte par lui-même de qui elle est. Elle imagine la scène, Jürgen découvrant la vérité, complètement surpris, demandant si elle était une noble tout ce temps. Elle l'imagine s'agenouillant et disant qu'un roturier comme lui avait commis un grave péché contre elle. Rien que d'imaginer sa panique, Pénélope sourit, satisfaite. De retour à la réalité, Jürgen demande pourquoi elle va toujours dans un café habillée de cette façon. Il dit qu'il demande cela seulement parce que ça a l'air inconfortable. Pénélope est anéantie de l'intérieur par cette question. Plus tard, chez elle, dans son bain, elle se demande s'il a déjà tout découvert et s'il fait simplement semblant de ne pas le savoir exprès. Elle s'irrite, disant qu'elle ne permettra pas à un simple propriétaire de magasin général de se foutre d'elle. Elle jure de se venger. Pénélope décide qu'il serait facile d'utiliser son autorité de noble, mais cela ne la satisferait pas. Elle veut lui rendre la monnaie de sa pièce, en utilisant précisément ce dont il est le plus fier. Elle reconnaît que son café est vraiment délicieux, mais il sert exactement la même boisson tous les jours depuis des mois. C'est, pour elle, un défaut évident. Elle fait ses plans, demain, elle lui fera une critique implacable et le fera verser des larmes de repentir. C'est ce qu'elle pensait, mais les choses allaient prendre une autre tournure. Pénélope demande, en balbutiant, quel est le nom de cette boisson. Jürgen répond que c'est du cola. Elle répète le nom, encore incrédule, tout en fixant le verre vide. Elle appelle Jürgen. Il répond, curieux. Gênée, Pénélope demande si elle pourrait prendre un autre verre. Jürgen sourit et répond qu'elle peut en boire autant qu'elle veut. Plus tard, pendant la nuit, quelqu'un monte les escaliers d'un manoir en silence. C'était exactement comme Jürgen l'avait imaginé. Il réfléchit, le pouvoir du cola est incroyable, à tel point qu'elle en a demandé 5 verres d'affilée ce jour-là. De l'extérieur, le majordome demande si c'est elle, son seigneur. Pénélope murmure pour elle-même, répétant à voix basse cola, cola, toujours sous le charme. Jürgen en est maintenant sûr. Le goût intuitif du cola, capable de plaire aux personnes de tout âge ou genre, s'il parvient à le diffuser partout. Jürgen arrive à la planque du cartel Montagra, caché au fin fond de la jungle. Lopo le dévisage. Il demande si Jürgen est le cinglé venu conclure un marché directement avec lui, le chef de la guilde marchande Montag. Jürgen, déguisé derrière un masque de lapin blanc, s'approche. Lopo fait remarquer que Jürgen est venu de Northalie à la recherche d'ingrédients. Il se demande pourquoi Jürgen a voyagé jusqu'au cœur de la jungle, puisque le royaume démoniaque labyrinthique, près de Northalie, devrait regorger d'ingrédients. Jürgen s'approche, dissimulant un sourire derrière son masque. Lopo admet que cet endroit est un véritable trésor de ressources naturelles, mais révèle qu'il existe un ingrédient qui ne peut être trouvé que là-bas. Lopo demande, curieux, de quoi il s'agit. Jürgen répond, des feuilles de coca. Lopo réagit, choqué. Il se moque de Jürgen, disant que l'appeler ingrédient au lieu de drogue prouve seulement qu'il est encore plus bizarre. Lopo dit qu'il se fiche de l'utilisation que Jürgen fera du produit, et demande quelle serait son offre initiale. Jürgen fait son offre, 1 centime la tonne. Lopo réagit, incrédule. Les sbires éclatent de rire, se moquant de l'offre ridicule de Jürgen. L'un d'eux se moque, demandant pourquoi Jürgen ne leur demande tout simplement pas de lui donner le produit gratuitement. Lopo demande si cela a le moindre sens. Jürgen sourit et répond que c'est le prix parfait pour des criminels qui rongent le royaume de l'intérieur. Lopo s'enrage face à cette provocation. Il ordonne qu'on dépouille Jürgen de tout ce qu'il porte et qu'on jette son corps aux caïmans du jardin pour leur servir de repas. Un des sbires fait remarquer en riant que leurs caïmans ont eu des problèmes dentaires dernièrement.
Il décide de couper Jürgen en petits morceaux pour leur faciliter le repas. Jürgen réagit le premier, assénant un coup brutal. Le sbire tombe au sol, en sang. Les autres sbires sont sous le choc, réalisant que Jürgen n'est pas un noble chétif comme ils le pensaient. Ils crient de l'encercler, confiant dans leur avantage numérique. Jürgen reste calme, debout au milieu d'eux. Il active son alchimie. Un cristal brillant se forme dans sa main. Jürgen invoque sa technique, création matérielle, émetteur de gravité. Il s'élève dans les airs, et la force gravitationnelle écrase les sbires autour de lui. La gravité s'empare de toute la planque du cartel Montag. Le bâtiment entier est soulevé par la force de Jürgen. Les sbires hurlent, sans comprendre ce qui leur arrive. L'un d'eux insulte Jürgen, exigeant de savoir ce qu'il leur a fait à tout leur corps flotte, emporté par la force gravitationnelle. L'un des sbires crie, sentant comment son propre corps est écrasé. Jürgen reste au centre du vortex, contrôlant tout calmement. Le bâtiment entier est suspendu en l'air, avec les sbires. Lopo supplie Jürgen de s'arrêter, sans comprendre pourquoi il va si loin. Jürgen explique, les feuilles de coca, ou plus précisément, l'extrait de l'arbre à coca. Il révèle que cet ingrédient est essentiel pour recréer la recette parfaite. Lopo demande, en balbutiant, quelle est cette recette et à quoi elle sert? Jürgen sourit simplement et lui demande de garder le secret. La scène change et passe à Northalie. Pénélope arrive à la boutique de Jürgen, mais trouve une pancarte fermée pour les vacances. Pénélope regarde la pancarte, incrédule. Elle s'énerve, se demandant où cet homme peut bien errer. Elle se plaint, ne pourra-t-elle donc pas boire de cola aujourd'hui non plus? Pénélope s'enrage, disant qu'il lui a fait faire le trajet en vain. Elle l'avertit qu'elle ne lui pardonnera pas s'il est parti pour une autre raison que le cola. De retour dans la jungle, Jürgen maintient un contrôle total sur la gravité. Toute la structure du cartel Montagra est soulevée dans les airs, avec ses sbires. La planque entière flotte, enveloppée par l'énergie verte de l'alchimie de Jürgen. Ensuite, dans l'ordre exact, la maison tombe, entraînée par la force gravitationnelle. Des cris de douleur résonnent à l'intérieur. La planque entière explose en heurtant le sol. Jürgen observe depuis le haut de la falaise, contemplant le cratère formé par la destruction. Il prévient que cela aurait déjà dû servir d'avertissement suffisant, et dit qu'il devrait être reconnaissant d'être toujours en vie. Jürgen remarque quelque chose d'étrange, les sbires sont attachés à un poteau. L'un d'eux demande où est le patron, Lopo, disant qu'il a disparu. Jürgen se demande s'il a mal calculé la force de sa propre attaque. Il en déduit que, soit Lopo a possédé un rat immonde, soit il a fait quelque chose de similaire pour réussir à s'échapper en douce. Lopo apparaît, irrité, demandant qui il traite de rat. Il affirme que c'est une stratégie de survie tout à fait légitime. Jürgen l'observe et dit qu'il est résistant, mais ajoute cependant. Jürgen avertit que la négociation entre eux n'est pas encore terminée, et demande si Lopo croyait vraiment pouvoir s'échapper aussi facilement. La scène change pour un palais à Northalie. Une jeune femme pose des questions sur le cartel Montag. Un homme explique qu'il s'agit d'un cartel qui s'est développé rapidement dans le protectorat de Soltra, au sud. Il dit avoir reçu des rapports du gouverneur général de Soltra sur les efforts pour éliminer le cartel, mais révèle que le chef de l'organisation s'appelle Lopo, un chevalier de 5e rang, connu pour sa cruauté implacable et son charisme. Le gouverneur général avait déjà envoyé un groupe spécial pour l'éliminer, mais l'équipe a échoué. La jeune femme fait remarquer que c'est logique, après tout, la puissance de combat d'un chevalier de 5e rang rivalise avec celle d'une machine à tuer. De retour dans la jungle, Lopo fuit à travers les flammes. Un des sbires crie, choqué par la puissance de Jürgen. Il dit que Jürgen est plus fort qu'un char de combat. Au palais, l'homme continue, le terrain de la jungle représente un grave problème. Si un chevalier de 5e rang se cache dans la forêt pour mener une guérilla, les pertes prévues seront encore plus lourdes. Lopo crie, essayant de s'échapper parmi les palmiers, mais la magie de Jürgen le projette en l'air. Une magie de vent. Lily demande s'il est vrai que le rapport du gouverneur général mentionne que l'Empire Alcard soutient le cartel. L'homme répond qu'il existe des preuves circonstancielles, mais aucune preuve concrète. Lily dit qu'elle évitera de tirer des conclusions hâtives. Elle explique que le nord de Soltra borde directement l'Empire Alcard, une nation ennemie. Y utiliser la force militaire de manière imprudente violerait l'accord d'armistice et provoquerait une crise diplomatique. Dans la jungle, Lopo fuit désespérément parmi les palmiers, suppliant qu'on l'épargne. Lily continue, mais s'il laisse sans surveillance un cartel soutenu par l'Empire Alcard, cela pourrait entraîner la perte de toute la région de Soltra, en plus de causer des problèmes encore plus graves. Pour l'instant, elle décide simplement d'observer l'évolution de la situation. L'homme le confirme, l'appelant ministre des Affaires intérieures. Lily corrige, ministre par intérim. Elle explique qu'elle maintient simplement l'ordre jusqu'au retour de Laurent Bain. L'homme s'excuse.
Lily observe la chaise vide de Dambin, pensive. Elle pense que, s'il était là, il aurait donné une solution claire à tout, d'une manière ou d'une autre. Une fois de plus, elle ressent le vide qu'il a laissé. Depuis qu'il s'est éloigné de Lily, elle se demande où il était ce qu'il fait. De retour dans la jungle, Jürgen dévisage Lopo et lui dit qu'il a enfin renoncé à essayer de s'échapper. Lopo s'agenouille, acculé. Il supplie, disant qu'il ne sait pas qui est Jürgen ni d'où il vient, mais demande ce qu'il a fait pour mériter autant de rancune. Jürgen répond qu'il n'a aucune rancune personnelle contre lui. Lopo désespère, demandant comment un petit entrepreneur comme lui est censé survivre si un pouvoir absolu comme Jürgen le traque simplement parce qu'il dirige un modeste cartel. Il le supplie de le laisser en paix, juste pour cette fois. Jürgen demande, sarcastiquement, si Lopo ne domine pas toute la région de Montag. Il se moque, une modeste entreprise à cette échelle, c'est pratiquement une petite boutique de quartier. Lopo supplie, offrant des feuilles de coca ou tout ce que Jürgen voudra en échange de sa vie. Lopo demande, intéressé, s'il a vraiment dit n'importe quoi. Lopo sourit, soulagé, pensant avoir réussi à le convaincre. Il l'invite à s'approcher davantage. Pendant ce temps, Lopo pense que sous cet angle, Jürgen ne pourra pas voir l'épée qu'il a cachée sur le sol. Lopo veut attaquer par surprise, pensant que, aussi fort soit-il, Jürgen n'est qu'un simple alchimiste. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse résister à l'attaque surprise d'un chevalier qui a entraîné son propre corps jusqu'à l'extrême limite. Ses yeux brillent, confiant dans ce coup. Lopo profite de la distraction et attaque par derrière. Avec un couteau à la main. Il croit avoir pris Jürgen par surprise, mais Jürgen perçoit l'attaque à temps. D'un mouvement rapide, Jürgen attrape la tête de Lopo. Jürgen monte sur lui, le plaquant au sol de tout son poids. Une explosion d'énergie se forme autour d'eux. Quand la poussière se dissipe, Lopo est enterré jusqu'au cou dans la terre. Jürgen sort un papier et le montre à Lopo. Il révèle que c'est un contrat. Jürgen ordonne à Lopo de le signer, disant qu'il l'a mis en tant que partie à par générosité. Lopo observe le document, incrédule, et crie indigné par les clauses du contrat. Il traite Jürgen d'escroc sans cœur. Jürgen répond qu'un criminel n'a pas le droit de parler de conscience. Lopo continue de se plaindre des conditions. Selon le contrat, il devrait payer le salaire complet aux agriculteurs, mais vendre les récoltes à Jürgen pour un prix misérable, Lopo refuse d'accepter. Jürgen demande pourquoi le premier instinct de Lopo est toujours d'exploiter les agriculteurs. Il suggère que Lopo et ses hommes cultivent la terre eux-mêmes. Jürgen fait remarquer que Lopo a beaucoup de membres dans son organisation. Lopo se met en colère et Jürgen s'enrage. Il dit que le cartel a sa fierté. Il demande si Jürgen s'attend à ce que des criminels fassent un travail de ferme. Lopo préfère mourir sur le champ plutôt que d'accepter une telle chose. Jürgen regarde Lopo en silence. Considérant sa réponse, une énergie violette commence à se former dans sa main. Jürgen l'avertit qu'il va parler par inquiétude, mais l'énergie grandit, prenant la forme d'une sphère instable. Jürgen lève le bras, contrôlant le pouvoir. La sphère violette se dilate violemment. Elle s'abat sur Lopo de toute sa force. L'impact secoue toute la zone environnante. Jürgen contient l'explosion de sa propre main, façonnant l'énergie en une barrière. Jürgen avertit Lopo de ne même pas songer à essayer d'échapper au contrat. Il lui promet que si Lopo se cache, il le retrouvera, et si cela arrive, Jürgen répétera tout ce qu'il a fait ce jour-là. Lopo, acculé, se rend. Il accepte de signer le contrat. Jürgen le remercie d'avoir conclu l'accord. La scène change et passe au palais de Nortali. Pendant la nuit, un fonctionnaire arrive en courant pour annoncer Lily, la ministre par intérim. Il dit qu'il y a une dépêche urgente du bureau du gouverneur général de Soltra. Lily demande de quoi il s'agit cette fois. Le fonctionnaire révèle que le cartel Montagra s'est dissous volontairement. Lily réagit, confuse. Il ajoute que les membres du cartel ont apparemment changé de profession et sont devenus agriculteurs. Lily reste sans rien comprendre. De retour dans le laboratoire de Jürgen, il analyse les ingrédients. Il conclut qu'il a résolu le problème le plus difficile, garantir un approvisionnement stable en feuilles de coca. Mais il manque encore le processus pour éliminer les composants hallucinogènes et extraire uniquement la saveur. Jürgen révèle qu'il a obtenu un excédent énorme d'ingrédients, suffisant pour produire des centaines de milliers de bouteilles de cola. Il ajoute qu'il a également éliminé un cartel qui serait devenu un grave problème à l'avenir. Il sent que cela allège un peu la culpabilité d'avoir abandonné son poste de ministre des Affaires intérieures. Jürgen considère qu'il ne peut pas simplement utiliser la force pour obtenir tous les ingrédients. Il décide qu'il achètera le reste de manière légale. Jürgen énumère ce dont il a encore besoin, du sucre et diverses épices. Il se dirige vers son coffre-fort en pensant aux biens dont il dispose. Jürgen découvre qu'il est à court d'argent. Il pense à demander un prêt, mais se souvient que, comme il a effacé son identité, il n'a pas d'historique de crédit, cette option est donc écartée. Jürgen décide que, dans des moments comme celui-ci, mettre son propre corps au travail est la meilleure option. Il s'équipe comme un explorateur, prêt pour une expédition. Sa destination, la terre des opportunités, le labyrinthe du royaume démoniaque. Pénélope arrive une fois de plus à la boutique de Jürgen. Elle se plaint, des jours ont déjà passé à faire ses visites inutiles et vaines. Elle sent que sa patience atteint ses limites. Pénélope se demande ce qu'il y a de si spécial dans un simple cola.
Elle se demande s'il est correct de négliger ainsi une cliente fidèle comme elle. Soudain, un doute l'assaille. Se pourrait-il que Jürgen ait fui la ville en pleine nuit? Elle remarque quelque chose d'étrange. Elle n'a jamais vu aucun autre client dans ce magasin. Pénélope pense que si un marchand étranger a une affaire qui périclite et qu'il est en retard sur son loyer, fuir serait sa seule issue. Elle panique face à cette possibilité. S'il s'est vraiment enfui, elle ne pourra plus jamais boire de cola ni de café. Pénélope se plante devant la boutique. Elle pense que si les choses allaient si mal au point de l'obliger à fuir, il aurait au moins pu lui dire quelque chose. Elle réfléchit. S'il lui avait dit qu'il rencontrait des difficultés, elle lui aurait prêté l'argent pour le loyer. Pénélope se rend compte de quelque chose. Elle se demande si Jürgen sait qu'elle est la fille d'un comte. Elle pense qu'elle aurait dû le lui dire avant que tout cela n'arrive. À ce moment-là, quelqu'un la heurte. Elle se retourne, confuse. C'est Jürgen, habillé en explorateur. Il la salue en disant que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Pénélope s'en rend compte. Il ne s'est pas enfui en pleine nuit, il est parti effrontément en plein jour. Jürgen l'appelle par son nom complet, Mademoiselle Devereux. Il demande à Pénélope de lâcher d'abord son sac à dos, celle-ci s'y agrippant avec force. Elle exige son cola avant de le laisser aller nulle part. Elle montre les dents, désespérée. Une tasse de café est posée sur la table. Pénélope dit qu'elle comprend la situation. Jürgen révèle qu'il ne lui reste plus de cola et qu'il n'a pas non plus d'ingrédients. Il montre la tasse vide, posée à l'envers. Pénélope réagit sous le choc. Elle demande ce qu'elle a bien pu attendre tous ces jours. Ensuite, elle demande si Jürgen est allé au café pendant tout le temps où elle était absente. Pénélope nie avoir fait ça. Elle insiste, elle ne l'attendait pas. Jürgen demande pourquoi elle est si agitée. Pénélope demande où il trouvera les ingrédients. Elle se rappelle qu'il avait dit qu'il n'avait pas du tout d'argent. Jürgen répond, il ira les chercher dans le labyrinthe de Northalie, dans le royaume démoniaque. Pénélope réagit, incrédule. Elle demande s'il est complètement déconnecté de la réalité. Elle se demande s'il sait seulement à quel étage du royaume démoniaque il peut trouver les épices. Jürgen répond avec assurance, bien sûr qu'il le sait. Il explique que la plupart des épices se trouvent au 4e étage. Pénélope l'observe, surprise. Elle admet qu'au moins, il a fait ses recherches. Pénélope l'avertit, un peu de connaissance peut s'avérer dangereux. Elle explique que, bien que le royaume démoniaque soit plus sûr après la grande subjugation, cela ne s'applique qu'aux aventuriers. Elle le prévient, si un simple marchand entre seul dans le royaume démoniaque, il deviendra de la nourriture pour monstres en un instant. Pénélope explique que, pour accéder au 4e étage, il est nécessaire d'avoir un permis d'entrée délivré par l'Union marchande ou par la Guilde des aventuriers, et il doit s'agir, au minimum, d'un permis de classe argent. Pénélope avertit Jürgen, si un civil pénètre dans le royaume démoniaque et subit un accident, envoyer une équipe de sauvetage devient un cauchemar. Jürgen lâche simplement un son sans comprendre quel est le problème. Une affiche sur le mur indique le recrutement pour des groupes de subjugation de monstres, accompagné d'un symbole d'interdiction. Jürgen argumente qu'il veut juste frapper quelques monstres. Il demande pourquoi il aurait besoin d'un permis pour ça. Pénélope confirme, comme elle l'imaginait, Jürgen n'a aucune idée de rien. Elle raconte qu'autrefois, les aventuriers qui entraient dans le royaume démoniaque étaient récompensés avec de l'argent, mais les temps ont changé. Soudain, Pénélope est surprise par quelque chose. Une idée vient à l'esprit de Pénélope. Elle pense, si elle aide Jürgen à obtenir les ingrédients pour le cola, ne serait-ce pas l'excuse parfaite pour exiger plus de cola plus tard? Mais surtout, Pénélope pense à autre chose. Ce serait l'occasion parfaite de prouver à cet homme si distrait de quoi elle est capable. Pénélope s'éclaircit la gorge et avertit Jürgen, un permis de classe argent ou supérieur n'est accordé qu'aux aventuriers ayant une expérience prouvée. Jürgen est surpris. Pénélope continue, ou, parfois, il est accordé comme un privilège spécial pour les nobles. Et le plus incroyable de tout, Pénélope révèle, par hasard, elle en a justement un sur elle. Elle énumère les avantages, réduction des taxes sur les produits extraits du royaume démoniaque, réduction dans les boutiques du quartier commerçant affilié, accès gratuit au refuge dans le royaume démoniaque, service de sauvetage rapide et précis de la part de la guilde des aventuriers, bonus de points supplémentaires lors de l'accomplissement des missions de la guilde, priorité dans les enchères pour les requêtes de haut niveau. Pénélope montre la carte. Ce n'est pas un simple permis argent, c'est un permis émeraude qui permet d'emmener jusqu'à 3 accompagnateurs. Jürgen lâche un cri de pure excitation. Pénélope sourit, satisfaite. HMPH, eh bien, qu'est-ce que tu en dis? Pénélope pense, un permis comme celui-ci n'est pas accordé à n'importe qui. Elle réfléchit, sérieusement, à ce stade, même le propriétaire du café devrait déjà avoir réalisé qui elle est. Jürgen, impressionné, tient la bouteille de cola et commente qu'il n'arrive pas à croire qu'elle possède une chose aussi incroyable. Il continue, Mademoiselle Pénélope, vous étiez. Jürgen conclut, une aventurière talentueuse depuis tout ce temps. Il lui demande si elle était alchimiste. Pénélope s'irrite et lui demande comment il en est arrivé à cette conclusion. Jürgen change d'avis, peut-être n'était-elle pas alchimiste,
mais un chevalier. Pénélope l'accuse, il sait exactement qui elle est et il fait tout ça exprès. Tous deux arrivent au portail du royaume démoniaque de Richmond. Dans le hall, un groupe d'hommes observe Jürgen de loin, complètement équipé comme un explorateur. Pénélope apparaît et prévient, nous sommes arrivés jusqu'ici sans problème. Jürgen est surpris par son apparition. Pénélope est complètement transformée, vêtue comme une chasseuse d'élite. Jürgen reste paralysé, la fixant du regard. Elle demande ce qui se passe. Jürgen élude la question, disant que ses vêtements sont simplement très différents de ceux qu'elle porte d'habitude au café. Pénélope demande s'il pensait qu'elle entrerait dans le labyrinthe en robe. Elle avertit, cette fois, je serai là strictement en tant que votre guide. Pénélope fixe les règles, elle l'emmènera jusqu'au 4e étage du royaume démoniaque et le protégera, mais à une condition, elle aura la priorité pour goûter le cola dès qu'il sera prêt. Jürgen accepte, un peu distrait. Tous deux arrivent au quai 2, où un agent vérifie les permis. Pénélope montre sa carte de permis émeraude aux gardes. Il s'avance vers le portail magique qui mène au royaume démoniaque. Jürgen est surpris par la hauteur du lieu, commentant que cela ressemble au salon de première classe d'un aéroport. Pénélope est perplexe face à ce terme, répétant « un aéroport ?» et ensuite « un salon de première classe ». Pénélope se plaint, c'est une chose, mais pourrais-tu arrêter de frimer? Et elle ajoute, même moi je sais ça, tu sais? Jürgen se souvient qu'il fut un temps où il parcourait le royaume démoniaque avec la même aisance qu'il marchait dans sa propre maison. Il pense, depuis qu'il a pris ses fonctions de ministre des Affaires intérieures, il n'était plus revenu ici. Il a l'impression de rentrer chez lui après une longue absence. Tous deux traversent le portail ensemble, prêts pour l'expédition. Jürgen observe attentivement les environs. Il lâche un bot, reconnaissant l'endroit. Pénélope marche devant, regardant vers le bas, et demande ce que fait Jürgen, l'avertissant que le chemin est par là. Elle ordonne à Jürgen d'arrêter de rester planté là comme un idiot et de rester près d'elle. Pénélope prévient, il suffit de suivre ses lampadaires. Jürgen est surpris. Des lampadaires, dans le royaume démoniaque? La narration décrit le labyrinthe. Un champ de vision complètement bloqué par des murs épais, un terrain sans repère où il est impossible de trouver des points de contrôle. Et, au milieu de tout ça, les monstres attaquent à tout moment. Un véritable enfer qui a déjà englouti d'innombrables aventuriers. Pénélope complète, avec ironie, c'est ce que ça devrait être. Elle regarde autour d'elle et dit, voyons, c'est par la gauche. Un panneau directionnel apparaît sur le chemin. Jürgen est surpris, ils ont même des panneaux. Jürgen demande s'il ne devrait pas faire attention aux pièges. Pénélope le corrige, à quelle époque vit-il? La guilde des aventuriers a déjà éliminé les pièges des routes principales du premier étage depuis longtemps. Elle continue, l'endroit a été remodelé à tel point qu'on pourrait le confondre avec un parc à thème de labyrinthe. Pénélope explique, cette route est un raccourci, créé en faisant exploser des trous directement dans les murs du labyrinthe pour gagner du temps. Elle se vante, il devrait être reconnaissant d'avoir une guide aussi excellente qu'elle. Jürgen demande si le royaume démoniaque du dragon n'était pas à l'origine beaucoup plus dangereux. Pénélope confirme, une personne ordinaire comme lui peut encore facilement perdre la vie avec un faux pas. Elle ajoute, la guilde a beau avoir retiré les pièges, elle avertit, ils ne peuvent pas contrôler complètement les points d'apparition des monstres. Une paire d'yeux rouges brille dans l'obscurité face à eux. Un monstre géant apparaît devant eux avec des yeux verts brillants. Pénélope sort des flacons de son sac et se prépare à agir, en disant, juste comme maintenant. Elle crie, alarmée, un monstre. Pénélope consulte son livre. Selon lui, il s'agit d'une bête aquatique parasitaire appelée Grès du labyrinthe. Le livre explique, il est difficile de l'affronter lorsqu'elle est attachée à un hôte géant, mais à elle seule, sa puissance de combat ne dépasse pas celle d'un chien sauvage féroce. Pénélope admet, c'est la première fois qu'elle en voit une pour de vrai. Elle révèle, en réalité, ce n'est que la 4e fois qu'elle met les pieds dans le royaume démoniaque. Pénélope pense, malgré tout, elle avait toujours marché en silence, protégée par une équipe d'aventuriers professionnels. Elle n'avait jamais eu à affronter personnellement un monstre. Pénélope pense, tendu, je ne peux pas laisser cet homme découvrir ça. Pénélope réfléchit, quand même, elle est une alchimiste de 4e rang. Ça fait un moment qu'elle n'a pas utilisé ses compétences, mais elle a apporté plusieurs catalyseurs alchimiques dans ses bagages. Pénélope avertit Jürgen, ce n'est qu'un monstre de classe errante, qu'elle plaît. Elle lui ordonne de surveiller les bagages pendant qu'elle s'en occupe. Une note explique, la classe errante est le rang de monstre qui ne causerait qu'une légère nuisance s'il était invoqué en dehors du royaume démoniaque. Le monstre s'avance vers Pénélope. Elle crie, contente-toi d'observer et de t'émerveiller devant ma brillante magie. Pénélope lance sa technique, flèche téléguidée. L'attaque frappe le monstre de plein fouet. Jürgen regarde en silence, surpris. Le monstre est vaincu, explosant dans un éclat de lumière. Un homme s'approche et s'excuse,
disant qu'il pensait que Pénélope était en danger. Un autre membre du groupe demande si elle va bien, disant qu'elle a sûrement dû avoir peur. Un troisième homme s'approche et demande si elle est blessée quelque part. La narration présente le groupe, un trio d'aventuriers. Ils ont l'air un peu négligés, mais, d'après leur équipement de haute qualité et les compétences qu'ils viennent de montrer, on voit bien que ce sont des vétérans. L'un d'eux fait une révérence. C'est un honneur de vous rencontrer, jeune demoiselle. Il se présente, je suis Zen, l'avant-garde de notre groupe. Pénélope répond sèchement, ça ne m'intéresse pas. Elle appelle Jürgen pour continuer, disant qu'ils ont encore un long chemin à parcourir. Isen insiste, belle dame, le royaume démoniaque est plus dangereux que vous ne l'imaginez. Pourquoi ne pas nous écouter d'abord? Pénélope répète fermement, j'ai déjà dit que ça ne m'intéresse pas. Isen continue, sans se rendre, allez, jeune demoiselle, ne soyez pas si froide. Jürgen observe la scène, pensant, eh bien, il est persistant. Normalement, les gens reculeraient de honte quand on les traite ainsi. Isen insiste, ne serait-il pas préférable de voyager avec des personnes dignes de confiance comme eux, plutôt que de traîner ce porteur à l'air ridicule? Il se vante. En réalité, il possède une licence de classe argent. Et il traite Jürgen de plébéien. Pénélope l'interrompt. J'ai déjà dit que ça ne m'intéresse pas. Isen bégaye, surpris. Plébéien? Pénélope complète, à court de patience. Je peux très bien voyager sans votre aide pathétique. Pénélope regarde Isen avec mépris et ordonne. Fichez le camp d'ici. Jürgen et Isen échangent un regard tendu. Isen s'éloigne, en murmurant. Et dire que j'essayais de faire une bonne proposition. Quel dommage. Il prend congé. Passez une bonne journée. Le groupe d'aventuriers discute entre eux. Récupérons juste les matériaux. Oui, oui. Jürgen fait remarquer à Pénélope, Mademoiselle Pénélope, je crois que vous les avez chassés de manière un peu trop brutale. Elle répond avec indifférence, et alors? Jürgen réfléchit, tous ceux qui sont dans le royaume démoniaque ne sont pas de bons aventuriers. Être prudent, c'est bien, mais... Pénélope l'interrompt, il n'est pas nécessaire de se faire des ennemis inutilement. Pénélope tape du pied, irritée. Elle rétorque, c'est ce que devrait dire quelqu'un qui vient de se faire insulter en plein visage, tu n'as aucune fierté? Elle rappelle à Jürgen, il t'a traité de porteur à l'air ridicule. Jürgen demande, surpris, ah, tu étais en colère pour moi? J'apprécie le geste. Pénélope le nie, je n'étais pas en colère. Elle se corrige immédiatement, j'étais juste irrité parce que ce type à l'air crasseux n'arrêtait pas de me reluquer de la tête aux pieds. Tous deux continuent d'avancer, traversant un pont à l'intérieur de la grotte. Ils arrivent à un panneau, 3e étage. Jürgen regarde sa montre, surpris, il fait déjà nuit. Pénélope répète, confuse, nuit? Elle l'avertit, il est minuit, monsieur Jürgen. Elle suggère, entrons au 4e étage demain et reposons-nous un peu aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Jürgen demande, ici? Et il demande s'il y a un refuge à proximité. Pénélope répond, l'itinéraire le plus rapide prendrait 2 heures. Jürgen décide, alors on va juste s'asseoir ici et se reposer. Il va monter le camp. Pénélope se contente de répondre. Jürgen prépare tout. Il pense, elle a accepté étonnamment facilement. Pénélope crie, irritée. D'accord. Très bien. Jürgen pense, je m'attendais à ce qu'elle se plaigne, du genre, tu vas vraiment me faire camper à la belle étoile? Il pense, j'imaginais qu'elle grommellerait quelque chose du genre. Pénélope reste silencieuse, ressassant quelque chose intérieurement. Elle pense, c'est de ma faute. Elle réfléchit, j'étais tellement frustré d'avoir raté l'occasion de me vanter à cause de ces types tout à l'heure. Pénélope croise les bras, pensant, si je n'avais pas insisté pour poursuivre ce monstre, à l'heure qu'il est, nous serions déjà arrivés au refuge du 4e étage. Elle pense, c'est la première fois qu'elle campe en plein air. Pénélope réfléchit, dormir sur le sol dur va lui faire mal au dos, et comme ils sont dans le royaume démoniaque et non dans un abri, ils devront probablement aussi se relayer pour monter la garde. Elle observe Jürgen monter le camp tout seul et pense, ça lui a aussi causé des ennuis à lui. Pénélope pense, dire qu'elle traverse tout ça juste pour une simple boisson. Elle se rappelle la voix de son père, que dirait ma famille si elle l'apprenait? Avec cela en tête, un souvenir surgit dans l'esprit de Pénélope. Un vieux majordome s'agenouille pour ramasser les morceaux cassés sur le sol. Il dit qu'il est naturel pour un serviteur de servir un noble, mais ajoute, si le serviteur souffre à cause d'un caprice du noble, le noble doit en assumer la responsabilité. La voix continue, cela se fait en préparant un cadeau ou une récompense adaptée à la situation. C'est ce qui définit la véritable dignité d'un noble. Pénélope revient à elle après avoir pris une décision. Elle pense qu'elle doit préparer une récompense digne pour Jürgen. De retour dans le royaume démoniaque, Jürgen prépare le repas au campement. Pénélope s'approche, l'observant. Elle demande s'il a déjà de l'expérience en camping. Jürgen répond qu'il l'a déjà fait de nombreuses fois. Pénélope lui tend une couverture. Elle dit qu'elle en a apporté une et lui ordonne de se couvrir avec. Jürgen remarque l'odeur de la couverture. Pénélope explique que ce n'est pas un matériau de luxe, mais qu'elle garantit isolation et résistance à l'humidité, ce qui la rend idéale pour la situation.
Jürgen sourit et commente, la fonction prime sur le prix. Pénélope le fixe, surprise par la réponse. Elle détourne le regard, embarrassée. Pénélope promet que, dès qu'ils sortiront d'ici, elle lui achètera une bien meilleure couverture. Jürgen la remercie, touché, et prévient que le repas est presque prêt. Pénélope demande quel genre de nourriture c'est. Jürgen explique, c'est une énorme galette de pommes de terre, un peu comme un hash brown. Il ajoute que c'est riche en calories, et que ça aidera pour les activités du lendemain. Pénélope pense que l'arôme de la nourriture est excellent, mais que son apparence n'a rien de spécial. Malgré tout, elle décide de manger, pensant au programme qui les attend. Elle le remercie pour le repas. Pénélope goûte la première bouchée. Elle mâche, surprise. Ses yeux brillent. Elle sent la texture croustillante, vibrant presque dans ses oreilles. À l'intérieur, la texture moelleuse des pommes de terre finement râpées l'impressionne. Une richesse intense envahit la bouche de Pénélope. Elle se demande s'il s'agit vraiment de la même pomme de terre qu'elle a toujours mangée. Juste au moment où la saveur simple de la pomme de terre commence à devenir légèrement répétitive, un subtil arôme d'herbe surgit pour compléter l'expérience. Pénélope ne peut s'arrêter de manger. Jürgen lui offre du thé à la camomille pour accompagner. Pénélope demande quel genre de magie il a fait avec ses pommes de terre pour obtenir une telle saveur. Jürgen répond, je les fais frire dans un mélange de saindoux et de beurre. Pénélope demande si c'est tout. Jürgen explique qu'il suffit d'utiliser un beurre de bonne qualité. Puis il demande avec curiosité si c'est bon, si ça se laisse manger. Pénélope admet, à contre-cœur, que ce n'est pas mauvais. Elle ajoute, elle pense juste que ça aurait été parfait s'il y avait un cola pour accompagner. Jürgen observe son expression, il pense, c'est exactement ce que dit son visage. La poêle, déjà vide, repose sur la pierre. Plus tard, Pénélope dort profondément, ronflant doucement. Jürgen observe Pénélope pendant qu'elle dort, se demandant si elle s'est endormie instantanément parce qu'elle était rassasiée. Il conclut que se relayer pour surveiller est hors de question. Pénélope murmure, encore endormie, demandant qu'on la réveille dans 3 heures. Jürgen pense que, de toute façon, il n'a jamais eu l'intention de la réveiller. Il note que c'est clairement une fille gâtée d'une famille riche, donc elle doit être épuisée. Jürgen s'étire, pensant qu'elle n'est arrivée jusqu'ici que par pure obstination. Il s'avertit lui-même, la nuit sera longue. Il se sert un thé. Jürgen boit, satisfait. Il commente que prendre le thé dans le labyrinthe est un luxe particulier. Se tournant vers l'obscurité, il demande si ceux qui les observent veulent se joindre à eux pour prendre une tasse. Un homme aux cheveux sombres répond, disant qu'il semble qu'ils le suivent depuis un moment. Il les avertit, ne restez pas à rôder misérablement dans l'obscurité. Il les invite à s'approcher et à se réchauffer près du feu. Un trio d'hommes apparaît, dirigé par un type avec un bandeau rouge sur la tête. Le chef provoque Jürgen, allumer un feu au beau milieu du royaume démoniaque fait de lui un porteur sans bon sens. Il lui demande s'il a des envies d'eux. Il ajoute, où a-t-il vraiment décidé de mourir? Jürgen répond calmement, laquelle des deux ce serait? L'homme ordonne d'arrêter de jouer les durs, et de mettre un collier à la femme. Il avertit, la moindre bêtise et elle aura un trou dans le front. Il ajoute, tenez-vous bien et nous vous laisserons en vie, alors ne compliquez pas les choses. Jürgen demande, alors, après tout, vous n'étiez pas de simples aventuriers? L'homme rit, disant qu'ils verront s'il continue à parler aussi librement après avoir vu ça. Il montre le tatouage sur son bras. Jürgen demande s'il s'agit d'un tatouage de serpent venimeux. L'homme confirme, c'est bien ça, ils appartiennent au syndicat Obsidienne Noire. L'homme révèle que le syndicat Obsidienne Noire utilise le 5e étage du royaume démoniaque comme base d'opération. Il prévient, même les aventuriers décents les évitent. Cela signifie que ce ne sont pas des gens qu'un simple porteur comme Jürgen peut affronter. Le chef au ruban rouge prévient, maintenant que Jürgen comprend la situation, il ferait mieux de bien se comporter et de ne pas causer de problème. Jürgen observe le collier qu'il tient entre ses mains. Il fait remarquer que cela faisait longtemps qu'il n'en avait pas vu un comme ça. Il l'identifie, entrave de mana. Un des hommes demande ce que Jürgen a l'intention de faire après avoir mis cela à Pénélope. Le chef répond, ils doivent d'abord faire payer l'offense qu'ils ont subie plus tôt. Il ajoute, après cela, ils prendront tout ce qu'elle a et la feront pleurer sous leurs joues. Un autre des sbires ajoute en souriant, et ensuite, ils la vendront à bon prix et feront fortune. Jürgen fait remarquer qu'il semble plutôt habitué à ce genre de choses. Le chef confirme, si Jürgen les attend sagement, ils lui permettront peut-être de s'amuser un peu aussi. Jürgen demande s'il n'y a pas moyen de simplement les laisser reprendre leur route. Le chef se met à rire, comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Un des sbires éclate de rire, traitant Jürgen d'idiot et la rend demande, ils les ont suivis toute la journée, et Jürgen veut qu'ils rentrent les mains vides. Jürgen garde son calme, tapotant des doigts. Le chef trouve cette tranquillité étrange et se demande si Jürgen est vraiment un simple. Pénélope, toujours inconsciente, est menacée. Un des hommes déclare, peu importe,
même si elle se réveille et résiste, tous les trois sont sûrs de pouvoir la maîtriser. L'un d'eux prévient, un alchimiste pris au dépourvu peut perdre la vie même face à une bête entre les mains d'un enfant. Il vise avec son arc, confiant, sa flèche à tête chercheuse ne rate jamais sa cible. Jürgen répond calmement, avant toute chose, il y a un malentendu. Jürgen déclare, il est le jardinier qui arrache les champignons vénéneux et les mauvaises herbes qui poussent dans le jardin du royaume. Un des sbires prend peur, l'aura de Jürgen a soudainement changé. Jürgen continue, d'après ce qu'il voit, les trois sont exactement cela, des mauvaises herbes. Il ajoute, sans aucun doute, des mauvaises herbes. Le chef crie, indigné, quel genre d'absurdité est-ce là? Un des sbires demande au chef s'il doit simplement éliminer Jürgen sur le champ, remarquant qu'il semble attendre que la femme se réveille. L'un des hommes est touché et se retrouve couvert de sang. Jürgen attaque, tranchant un autre des sbires. Il s'excuse avec cynisme, oups, toutes mes excuses, ajoute-t-il avec sarcasme. J'étais tellement effrayé et je tremblais tant que ma main a glissé. L'archer tire sa flèche de toutes ses forces. Le chef magicien invoque des flammes en criant, ce misérable. Jürgen avance à travers le centre des explosions de feu, complètement indemne. Une énergie violette enveloppe Jürgen, s'accumulant autour de lui. Les sbires réagissent, choqués par ce qu'ils voient. Jürgen les provoque, quelle hâte, ajoute-t-il. Il semblerait que vous soyez aussi ravis de jouer un peu après tout ce temps. Un sac s'ouvre, révélant une lueur menaçante à l'intérieur. Jürgen appelle la créature, biche. Il la prévient, il y aura des bonbons qui t'attendront quand tu auras fini. Un des sbires crie, terrorisé, danger. Un autre conclut, horrifié, ce type n'est définitivement pas un aventurier ordinaire. Il se demande si c'est un nettoyeur envoyé par la guilde, ou par l'alliance marchande. Le chef corrige, pris de panique, non, en réalité, c'est peut-être un adversaire auquel nous n'aurions jamais dû nous frotter. Il crie désespérément, en plein désespoir, fuyez. Les trois sbires sont dévorés par la force obscure. Ils sont aspirés à l'intérieur d'un vortex violet. Entraînés de plus en plus profondément, les trois hurlent de désespoir. Les yeux du chef deviennent rouges et injectés de sang. Consumé par la folie, il est emporté tout en étant entouré d'yeux flottants qui l'observent. Un des sbires gémit, plongé dans le délire. L'autre se tient la tête, terrorisé et tremblant. Le chef au ruban rouge contorsionne son visage en criant, criez, pris de panique, il délire. Il y a des yeux dans ma tête, dans mon crâne, dans mon cerveau, dedans, dans mon cerveau. Un autre des sbires tremble de manière incontrôlable en pleine hallucination. Il lève les mains vers le ciel en suppliant, ah, ô grand être. Il implore, ô être absolu qui règne sur toute l'avidité. Le chef s'agenouille également dans une extase délirante. Mère, mère, ma mère qui me dévore. Il crie, je me repens, je ne ferai plus qu'un avec toi. Il délire, criant, je suis horrible, je suis immonde. Il supplie, dans un désespoir total, s'il vous plaît, arrachez mes yeux et laissez-les devenir les vôtres. Le sac de Jürgen flotte, fumant, après les avoir avalés tous les trois. Jürgen observe de dos, en silence. Il commente, indifférent, même. Il conclut, ils devaient être des canailles vraiment perverses. Une narration explique, en réalité, Bichon n'a jugé personne. Elle a simplement rendu un verdict ensuite, ces hommes ont tout bonnement été écrasés par le poids de leurs propres péchés. Jürgen regarde Pénélope, qui dort encore. Heureusement, elle reste profondément plongée dans le monde des rêves. Il pense, vu qu'elle a dormi pendant toute cette agitation, elle devait être extrêmement épuisée. Un bruit d'impact surgit derrière Jürgen. Il se retourne, sur ses gardes. Le sac bouge tout seul. De l'intérieur, émerge une créature poilue qui s'approche de Jürgen. La créature se plaint, réclamant la friandise promise. Jürgen se souvient, ah, j'ai failli oublier, d'accord, voici ta récompense. Jürgen corrige Vish, il dit qu'il s'appelle désormais Jürgen, pas en bain. Vish lui remet une récompense, une palette de couleurs. Jürgen prévient que Vish se sentira mal à force de tant manger, mais Vish dévore tout de toute façon. Vish demande s'il a été difficile d'affronter les bandits. Elle insiste, Vish déteste les mauvaises personnes. Jürgen sourit et fait remarquer que Vish est toujours la même que d'habitude. Il donne un nouvel ordre, jusqu'à ce qu'il quitte le royaume démoniaque, Vish doit continuer à éloigner les autres comme elle l'a fait jusqu'à présent. Soudain, Vish est effrayé par quelque chose. Jürgen ordonne à Vish de retourner dans le sac. Il se retourne et demande si elle a quelque chose à dire. Vish pointe du doigt Pénélope, qui est toujours endormie. Elle demande si Jürgen aime cette femme. Jürgen regarde Vish, surpris par la question. Il observe la créature en silence pendant un instant. Jürgen répond, sérieusement, je t'ai déjà dit de ne pas appeler une personne cette femme de cette manière. La scène passe à un rêve. Pénélope apparaît plus jeune, avec les yeux rouges. Elle se promène dans un jardin et aperçoit quelqu'un assis au loin, écrivant à une table. Une légende révèle le lieu, le jardin de la maison Rosemore. Pénélope se demande qui est cette personne assise là.
Dans le rêve, une petite Pénélope court vers quelqu'un en criant « Ma sœur ». Elle arrive en courant, toute excitée. La jeune femme qu'elle cherchait est Clarisse, assise à la table et en train d'écrire. Pénélope s'approche, l'appelant « Sœur Clarisse ». Clarisse lève les yeux, surprise par l'arrivée de sa sœur. Soudain, l'image change. Une voix résonne, « Clarisse ». Quelqu'un crie le nom de Pénélope, l'avertissant qu'elle va se blesser si elle continue à sauter comme un lapin. Pénélope s'excuse, en se recroquevillant. La voix demande si son genou n'a pas encore guéri de la blessure qu'elle s'est faite dans le jardin. Pénélope, contrariée, insiste, elle voulait seulement remettre cela à sa sœur. Elle tend un paquet à Clarisse. Clarisse regarde le cadeau, surprise. Clarisse appelle Pénélope petite chipie, et lui demande ce qui la rend si excitée cette fois-ci. Pénélope montre le contenu, elle a acheté des bonbons au citron, une nouvelle sorte qu'elle a vue dans le quartier commerçant. La scène revient sur le visage de Pénélope, désormais adulte, qui observe ce souvenir. Elle pense, sa sœur a toujours été ainsi. Pénélope se souvient, même lorsqu'elle a perdu la broche que Clarisse chérissait le plus. Même lorsqu'elle a déchiré sa robe pour l'avoir portée sans permission. Même lorsque Clarisse s'est fait gronder à sa place. Après que Pénélope a cassé un vase en jouant à cache-cache. Clarisse lui donnait simplement une petite pichenette sur le front qui ne faisait même pas mal. Pénélope pense, elle ne s'est jamais, pas une seule fois, vraiment mise en colère contre moi. Pénélope pense, je l'aimais. Et elle m'aimait aussi. Dans le rêve, la petite Pénélope raconte avec enthousiasme que le dessert est délicieux et qu'elle voulait le manger avec sa sœur. Clarisse est d'accord, c'est vraiment délicieux. Elle sourit et dit, tu vois, Pénélope, désormais adulte, réalise, c'est un rêve. Elle observe la scène, comprenant, c'est un souvenir oublié de son enfance insouciante, du temps où elle ne savait encore rien. Pénélope pense, c'est un rêve que je ne peux m'empêcher de faire, même en sachant que ces jours ne reviendront jamais. Elle se critique elle-même. Que je suis pathétique. Soudain, une voix l'appelle, Pénélope. Elle sursaute. La petite Pénélope, dans le rêve, s'éloigne avec Clarisse, marchant vers l'horizon. Le visage de Clarisse se révèle sombre, son regard pesant lourdement sur Pénélope. Pénélope, confuse et effrayée, observe la scène. Clarisse déclare, avec froideur, elle est vraiment complètement inutile. Pénélope ouvre grand les yeux, frappée par ces mots. L'image de Clarisse s'éloigne, disparaissant dans l'obscurité. Dans le rêve, la petite Pénélope court après elle, criant quelque chose. Pénélope tend la main, essayant d'atteindre une lumière lointaine, désespérée. Sa main se tend vers la lueur. Une voix l'appelle, Mademoiselle Pénélope. Pénélope se réveille en sursaut, haletante. Jürgen apparaît devant elle, tenant une poêle, et demande si elle a bien dormi. Pénélope se couvre rapidement, embarrassée. En réalisant la position dans laquelle elle se trouve, Pénélope sursaute, pensant que c'est déjà à son tour de monter la garde. Jürgen la prévient, puisqu'elle est réveillée, il vaut mieux prendre le petit déjeuner d'abord. Il lui montre l'assiette, la marmite et la soupe de poulet. Pénélope observe la nourriture, hésitante, encore à moitié étourdie. Elle sent l'arôme et se ravigote, ça sent très bon. Soudain elle crie, « Attends, non ?» demande-t-elle confuse s'il a dit petit déjeuner et questionne ce qui est arrivé à la garde de nuit. Jürgen explique, elle dormait si profondément qu'il n'a pas eu le cœur de la réveiller. Pénélope demande, surprise, alors, il est resté éveillé toute la nuit tout seul? Jürgen minimise la chose, ce n'était rien, il dit qu'il avait l'habitude de faire ça tous les jours. Pénélope ouvre grand les yeux, le fixant du regard. Elle demande, incrédule, peut-être ne lui faisait-il pas confiance non plus? Jürgen mange sa soupe tranquillement. Pénélope porte la main à sa bouche, mal à l'aise avec sa propre question. Elle se corrige immédiatement, non, il n'est pas sœur Clarisse. Jürgen pense, ce n'était qu'un geste aimable, sans arrière-pensée. Mais, Pénélope déclare, irritée, j'aurais pu monter la garde toute seule. Elle grommelle, en se recroquevillant, je n'avais pas besoin de cette aide faite à moitié. Assise près du feu de camp, elle se répète, monter la garde, c'est-à-dire? Elle se tait, pensive. Pénélope se désespère intérieurement, j'ai tout gâché. Il doit penser que je suis ridicule, pense-t-elle, honteuse. Il doit même penser que je suis une folle. Jürgen mange sa soupe, tranquille, commentant, bien, alors? Il lève les mains pour s'expliquer, ce n'était pas pour ça, mais si cela l'a dérangé, je lui demande pardon. Pénélope le regarde, mal à l'aise, tenant sa propre assiette. Elle pense, je préférerais qu'il se soit mis en colère. La scène avance dans le temps. Tous deux continuent de marcher dans le labyrinthe. Pénélope consulte la carte qu'elle a devant elle, tandis que Jürgen la suit de près. Elle soupire, ruminant encore la situation. Pénélope pense, je devrais peut-être m'excuser, mais elle se corrige aussitôt, non. Les nobles ne s'excusent pas auprès des roturiers. Elle décide que, tout au plus, elle dirait, je suis désolée que cela se soit passé. De plus, pour commencer, il n'est là qu'à cause d'elle. Pénélope réfléchit, elle lui avait déjà rendu service, elle a juste eu une mauvaise attitude par la suite. Elle conclut, alors ils sont quittes.
Aucun des deux ne doit rien à l'autre. Pénélope pense, si elle se sent encore mal, elle pourra toujours lui acheter un cadeau plus tard. Elle demande, en se retournant, dans combien de temps arriverons-nous? Jürgen répond, environ 5 minutes, tout droit. Pénélope montre le chemin, en le confirmant sur la carte. Jürgen la remercie. Elle continue d'avancer, marchant d'un pas décidé. Jürgen l'observe, pensif, elle a probablement fait un cauchemar ou quelque chose comme ça. Il réfléchit, ce n'est pas comme s'il s'attendait à des remerciements sincères pour l'avoir aidé. Jürgen pense, les enfants de son âge ont tendance à grommeler et à se mettre en colère pour un rien. Il ajoute, de plus, sa grande ambition est si proche que même sa petite comédie semble insignifiante. Jürgen s'anime en pensant au cola. Il serre le poing, déterminé. Il doit rassembler les ingrédients et préparer le cola le plus tôt possible. Finalement, tous deux arrivent à destination. Pénélope annonce, on dirait que nous sommes arrivés. Jürgen observe l'endroit, impressionné, c'est donc ça, la première salle des récompenses? Pénélope est surprise en voyant l'endroit et s'exclame, waouh. Elle confirme, c'est donc ça, une salle des récompenses? Tous deux avancent dans un paysage luxuriant, rempli de végétation et d'une rivière scintillante. Ils marchent ensemble sur le sentier, entourés de plantes lumineuses. Pénélope s'émerveille. Incroyable. Elle se demande qui aurait pu construire un tel endroit. Jürgen commente, ce qui est encore plus surprenant, c'est autre chose. Pénélope demande, curieuse, quelle chose? Jürgen l'avertit, peu importe la quantité récoltée ici, tout repousse en peu de temps. Un bruit attire leur attention, quelque chose se trouve parmi les plantes. Jürgen demande un instant, se penche et commence à chercher parmi la végétation. Jürgen confirme, c'est de la cannelle. Il commente qu'ils sont enfin arrivés au bon endroit. Pénélope demande comment il a pu l'identifier, rien qu'à l'odeur. Elle veut aussi savoir pourquoi il l'a examiné avec tant de soin. Jürgen explique, il existe deux types de cannelle, Ceylan et Cassia. Il détaille, la Ceylan est la variété de première qualité, connue pour son arôme doux et sa texture délicate. Jürgen continue, la Cassia ressemble à la Ceylan, mais elle est plus rugueuse. Elle est considérée comme la variété inférieure. Il montre ce qu'il a trouvé, et celle-ci est. Il révèle, de la Cassia. Pénélope crie, choquée. Une explication apparaît, la cannelle se divise en deux types principaux, Ceylan et Cassia. La Ceylan sèche jusqu'à former de fines couches enroulées. Elle a un arôme doux et une saveur délicate. Comme elle est difficile à cultiver et à récolter, elle est considérée comme un produit de première qualité. La Cassia est vendue sous un format similaire, mais elle a un aspect beaucoup plus rustique. Elle est considérablement moins chère, c'est pourquoi elle est utilisée dans des produits de production de masse. Elle contient à peine de l'eugénol, le composé responsable de l'arôme doux de la cannelle. À la place, elle a une odeur forte et piquante. C'est pourquoi les restaurants et les cafés de Britannia utilisent principalement la Ceylan. La Cassia est peu demandée, et sert presque exclusivement de répulsif contre les insectes. En d'autres termes, Pénélope panique. Elle se souvient qu'elle a essayé de compenser son erreur de ce matin en guidant Jürgen jusqu'ici, et maintenant elle découvre que, parmi toutes les salles des récompenses, elle a choisi précisément celle qui offrait le mauvais prix. Jürgen tranquillise Pénélope, il lui dit qu'elle l'a très bien guidée. Pénélope demande, incrédule, si c'est vraiment le cas. Jürgen explique, le cola que nous sommes en train de créer utilise précisément cet ingrédient. Il détaille, la Ceylan est la variété de première qualité, tandis que la Cassia l'est clairement moins, mais quand il faut réduire les coûts, utiliser la variété de première qualité n'est tout simplement pas rentable. Pénélope soupire de soulagement. Fière, elle affirme qu'elle le savait déjà depuis le début. Elle dit que son palais est assez précis. Jürgen l'observe, pensif. Elle a été de mauvaise humeur toute la journée, mais il sent qu'il commence à comprendre quel genre de personne elle est. Pénélope propose son aide pour la récolte. Elle demande à Jürgen de lui apprendre comment faire. Jürgen explique, pour la Ceylan, il faudrait retirer uniquement l'écorce interne des jeunes arbres, de 2 ans environ, mais l'acacia peut être obtenue à partir d'arbres plus vieux, et même l'écorce extérieure peut être utilisée. Cela rend le processus beaucoup plus simple. Pénélope sourit, confiante. Elle demande, alors, puis-je simplement couper l'arbre entier? Jürgen la provoque, tu peux vraiment faire ça? Pénélope répond qu'elle n'a pas le temps de rester assise à éplucher des arbres. Elle sort un objet de son sac. Jürgen l'observe, curieux. Pénélope avertit Jürgen de rester derrière elle pour ne pas être impliqué dans ce qui est sur le point de se produire. Jürgen observe le catalyseur qu'il tient entre ses mains, une plume de vent, une plume blanche de mouette avec un fragment de lapis-lazuli à son extrémité. Il analyse, d'après le matériau et la finition, ce doit être un produit certifié par l'association d'alchimie. Mais il réfléchit, un bon catalyseur ne garantit pas une bonne magie. La façon dont il est utilisé et le type de magie qu'il produit dépendent entièrement de l'habileté de celui qui l'invoque. Un cercle magique se forme sous les pieds de Pénélope. Jürgen se fait la remarque, lui qui est aussi alchimiste. Il est curieux de voir de quoi sa cliente habituelle est réellement capable. Pénélope se prépare,
sentant l'énergie se concentrer dans sa main. Elle pense, enfin, une occasion de montrer de quoi elle est capable. Elle admet qu'il est un peu décevant que la cible soit un arbre et non un monstre, mais elle promet de montrer à Jürgen ce dont elle est capable. Pénélope concentre son mana, canalisant le pouvoir du vent à travers le catalyseur. Elle comprime cette énergie, formant des lames de vent tranchantes. Puis elle libère toute l'énergie dans toutes les directions. Pénélope crie le nom de la technique, vent tranchant. L'explosion de vent la projette en arrière avec Jürgen. L'impact secoue toute la zone environnante. Les arbres sont découpés en blocs parfaitement précis et tombent au sol. Des centaines de troncs s'effondrent, parfaitement tranchés. Jürgen observe, surpris. Il se rappelle qu'elle avait dit être une alchimiste de 4e rang, mais la qualité de cette magie est encore supérieure à ce qu'il attendait. Il analyse la netteté et la transparence, la puissance des lames de vent, le contrôle nécessaire pour les diviser en milliers de fragments de tailles identiques et les projeter tous en même temps, ainsi que la précision requise pour détruire des centaines d'arbres en un instant sans même soulever un grain de poussière. Mais quelque chose inquiète Jürgen. Il sent que quelque chose ne va pas. Jürgen observe Pénélope construire son code magique. Il ressent quelque chose d'étrange dans la résonance qu'elle produit. Il analyse, la magie en elle-même est excellente, mais il y a quelque chose de contre-nature. Jürgen examine ses circuits de mana. Il se demande s'il y a un problème avec eux. Il réfléchit, si je devais comparer, ce serait comme voir quelqu'un faire du monocycle au lieu d'un vélo normal. Les deux avancent en pédalant, mais le processus semble subtilement incorrect. Jürgen ne parvient pas à identifier exactement de quoi il s'agit. Peut-être manque-t-elle simplement de la créativité nécessaire pour matérialiser complètement sa propre magie. Il décide de garder cette observation pour lui-même. Jürgen applaudit, faisant l'éloge de Pénélope. Il dit qu'il est impressionné, qu'il ne peut pas la complimenter assez. Pénélope sourit, feignant le dédain. Elle dit que ce n'était rien de spécial. Elle se réjouit, satisfaite. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi bien. Il semble que ses compétences ne se soient pas rouillées, après tout. Pénélope pense qu'ils se sont déjà suffisamment préparés. Elle demande comment Jürgen compte ramener toute cette récolte. Elle révèle qu'elle possède un sac enchanté avec de la magie d'expansion. S'il en a besoin, elle pourrait faire une exception spéciale et le lui prêter. Soudain, quelque chose interrompt la conversation. Jürgen demande, alarmé, « Pardon, que viens-tu de dire ?» Une énergie violette se répand devant eux. Pénélope crie, terrifiée, « Un monstre !» Jürgen explique calmement, « Laissez-moi vous la présenter. C'est mon familier, Biche. » Pénélope demande, confuse, « Un familier ?» Elle demande si Jürgen est un dompteur de bêtes. Jürgen répond, « Pas exactement. » Il fait les présentations. « Biche, voici ma cliente habituelle. Mademoiselle Pénélope. » Pénélope observe la créature, toujours tendue. Elle se souvient de quelque chose qu'elle a entendu à l'université. Elle se rappelle que les monstres sont naturellement hostiles envers les humains. Mais, dans de rares occasions, il existe des personnes connues sous le nom de dompteurs de bêtes, capables de les contrôler. Pénélope commente que, dit-on, le simple fait d'avoir un familier octroie déjà une puissance de combat comparable à celle d'un alchimiste de 2e rang. Elle demande alors quelle est la force du familier de Jürgen. Jürgen répond, elle n'est pas particulièrement forte. Il explique que, comme elle peut le voir, elle n'est pas du type combattant. Jürgen révèle que Biche a l'habitude de garder des choses, ce qui fait d'elle un excellent substitut à un sac. Pénélope conclut, déçue, alors ce n'est pas plus impressionnant que ma magie. Jürgen confirme, bien sûr que non. Pénélope laisse échapper une larme de soulagement. Jürgen donne une friandise à Biche. Il pense, satisfait, elle a enfin eu l'occasion de montrer ses compétences. Il réfléchit, la différence entre un alchimiste de 4e rang et un civil ordinaire est désormais devenue la différence entre un alchimiste de 4e rang et un dompteur de bêtes. Jürgen suggère qu'il se dirige vers la prochaine salle de récompense. Pénélope accepte, toujours boudeuse. Les deux avancent ensemble, escaladant les rochers du labyrinthe. Biche ramasse le bois coupé, rangeant le tout à l'intérieur d'elle-même. Ils arrivent à une bifurcation, avec des plaques numérotées indiquant les différents chemins. Pénélope consulte la carte et décide de l'itinéraire. La scène passe à la ville, pendant la nuit. Un dirigeable survole le ciel sous la lune. On voit une gare très fréquentée, avec des gens marchant entre les voies. Jürgen commente que Pénélope a travaillé dur ces 2 derniers jours. Pénélope se plaint, sale et fatiguée. Je me sens très sale, je veux prendre un bain. Jürgen observe qu'il est déjà tard. Il lui demande si sa maison est loin d'ici. Il propose de lui réserver une chambre dans une auberge voisine, pour qu'elle puisse bien se reposer. Pénélope refuse. Ce n'est pas nécessaire. Jürgen insiste, elle a déjà utilisé un catalyseur alchimique coûteux à cause de lui. À tout le moins, il veut lui montrer sa gratitude et lui demande de ne pas refuser. Pénélope accepte, satisfaite. Eh bien, j'accepte tes remerciements avec grand plaisir. Pénélope rejette à nouveau l'idée de la chambre.
Elle révèle qu'elle possède une adhésion VIP à l'hôtel Lichtfield. Jürgen commente, surpris, tu as vraiment beaucoup de relations. Pénélope demande s'il. Elle répète, VIP de l'hôtel Lichtfield, 150 ans d'histoire, avec une architecture élégante de la période britannique moyenne. Depuis son ouverture, il n'a jamais perdu le titre de meilleur hôtel de Northalie. Jürgen reconnaît l'endroit. Cette tour appartient-elle à la famille Rosemore? Pénélope confirme, exaltée. Qui, à Northalie, ne connaît pas cet hôtel? Il est juste là. Tous deux se dirigent vers l'hôtel, mais en arrivant, quelque chose change. Pénélope regrette, irritée. Oublie ça, je m'en vais. Jürgen l'observe, confus, pensant qu'elle est vraiment impossible. Impossible à comprendre. La scène passe à la nuit, dans la boutique de Jürgen. Il se détend sur sa chaise, soulagé. Il commente qu'il n'y a pas d'endroit plus confortable qu'un lieu familier. Même ainsi, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas passé 2 nuits de suite sans dormir correctement. Jürgen ne pouvait pas dormir. Une autre nuit de veille, a veillé sur Pénélope pendant qu'elle se reposait. Il se souvient des temps de guerre, quand il a conquis le royaume démoniaque à lui seul. À cette époque, il pouvait passer une semaine entière sans dormir, affrontant les repères de monstres pendant la moitié de la nuit. Près de Pénélope et de Biche, tout cela semblait bien lointain. De retour à la boutique, Jürgen se prépare pour la prochaine étape. Il appelle Biche et lui demande les ingrédients rapportés du labyrinthe du royaume démoniaque. Biche apporte tout avec enthousiasme. La cannelle et la noix de muscade apparaissent en premier. Ensuite, la fleur de néroli et la vanille. Jürgen annonce, ce sont les épices qui donneront au cola sa touche spéciale. Il retrouve ses manches, prêt à commencer la préparation. Jürgen demande à nouveau l'aide de Biche. Il promet de la récompenser avec des friandises.